Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié au manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers aux sujets divers et variés pour partager ce que j'ai envie de vous partager. Cette semaine, pas beaucoup de news côté manga en France, ce qui a amplement compensé côté animé au Japon pour préparer la saison d'avril qui commence bientôt. Puis je vous parlerai des dernières sorties manga en France du grand Kazuhiro Fujita, qui nous prouve encore une fois le génie de cet auteur. Je m'appelle Telio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Avant de commencer, je précise que je ne parlerai pas de l'affaire Manga One dans cet épisode. Je préfère en parler plus en détail dans le podcast de la semaine prochaine pour faire des recherches correctes pour ne pas dire de bêtises dessus. C'est un sujet qui est assez grave qui mérite qu'on s'y attarde, mais pas de la mauvaise façon. Maintenant que c'est dit, commençons la déferlante de nouveautés côté animé de cette semaine. Nouveau trailer et vis. Finissons pour le 4 avril, côté animé avec l'anime Mao, adapté du manga de Rumiko Takahashi. Nanoka est la seule survivante d'un accident où elle a perdu sa famille alors qu'elle n'avait que 7 ans. 8 années après, lorsqu'elle revient sur les lieux, elle se retrouve projetée dans le passé, à l'ère Taisho. Elle y rencontre Mao, un jeune garçon qui combat les démons à la recherche de la créature qui l'a maudit. Un destin hors du commun semble commander ces rencontres à la croisée des deux mondes. L'anime commencera également le 4 avril pour 2 cours consécutifs entre 24 et 26 épisodes et sera réalisé par le studio Sunrise. Nouvelles infos également pour l'anime Les Gouttes de Dieu dont l'adaptation animée prévue pour ce printemps dévoile un nouveau trailer ainsi qu'un visuel promotionnel pour son début. Lorsque le prestigieux œnologue Yutaka Kanzaki décède, son testament est clair. Son extraordinaire cave reviendra à celui de ses deux fils qui résoudra 12 énigmes concernant 12 vins. Il découvrira alors un 13e et mystérieux vin, inconnu de tous, surnommé les Gouttes de Dieu. Une chasse au trésor sous forme d'enquête policière va confronter les deux frères au caractère et au parcours opposés. Mystère et investigation se succèdent autour du cru les plus prestigieux pour les deux frères ennemis qui se livrent à une véritable course-poursuite. À travers cet affrontement, le scénario conduit le lecteur dans une découverte de l'univers du vin, son langage, sa particularité et ses traditions. Après plusieurs adaptations live-action à succès, c'est au format animé de voir sa diffusion débuter dès le 10 avril tout autour du globe. Restons dans les trailers avec l'annonce d'une saison 4 pour l'anime Yuru Camp. Quoi de mieux que de camper en bord de lac face au mont Fuji, un bol de nouilles instantané à la main. Découvrez le monde du camping en compagnie de Rin, l'amatrice de sortie en solitaire, Nadeshiko, la novice pleine d'enthousiasme, et ses deux amis du club de camping, Chiaki et Aoi. Un manga très relax qui vous fera l'effet d'un grand bol d'air frais. C'est un anime feel good qui me donne envie depuis un petit bout de temps pour un moment de détente. Et cette nouvelle saison est prévue actuellement pour 2027 par toujours le studio Furio Pictures. La saison 2 de Gate, intitulée Gate 2 Tide of Conflict, se dévoile dans un trailer et confirme un début de diffusion pour 2027 avec le studio M2 aux commandes. L'anime adaptera la série de light novel Gate saison 2. Des années après l'ouverture d'un portail vers un autre monde à Ginza, dans la ville de Tokyo, la porte reste sous le strict contrôle du Japon. Lorsqu'un journaliste américain est enlevé dans la région spéciale, le maître de deuxième classe Hajime Tokushima et le capitaine Goro Edajima sont envoyés à bord du sous-marin Kitashio pour infiltrer la nation marchande de Tinae. Accompagnés d'une princesse déterminée, d'un héritier pirate et d'un mystérieux gardien des navires, ils doivent naviguer dans des eaux ravagées par les flottes en guerre, des baleines cuirassées et créatures au-delà de toute imagination. Ensuite, dans De Lion, le tout premier manga d'Hideaki Sorachi, le créateur de Gintama, se voit annoncer une adaptation animée. Se déroulant au sein du département de départ de la Fédération japonaise des anges, Dans De Lion suit les anges de Tetsuo Tanba et Misaki Kurogane, tandis qu'ils s'efforcent de retrouver des esprits liés à la Terre. Des âmes incapables de passer à autre chose et de trouver la paix, et de les guider avec douceur vers l'au-delà. Les anges peinent à accomplir les tâches quotidiennes. Cependant, Tetsuo Tanba et sa chef, Misaki Kurogane, qui disposent du clan de Lion de la 21e division, ont choisi d'avancer à leur propre rythme. Au lieu d'enchaîner les affaires à la hâte, ils prennent le temps d'écouter chaque esprit, d'entendre les regrets et de l'aider à résoudre ce qui les retient. Un jour, ils rencontrent l'esprit lié à la terre d'un vieil homme qui court à toute vitesse, tentant désespérément de s'échapper. Cet animé sera distribué exclusivement via Netflix et commencera sa diffusion dès avril. Voilà qui termine les news de la semaine. Je vous propose tout de suite de passer au dossier de la semaine qui consacrera donc aux dernières sorties de Kazuhiro Fujita en France. Le mois de février était un mois particulièrement génial pour moi. Entre le premier amour de Nezumi et Ichi the Witch que j'attendais impatiemment chez nous, les sorties manga Gundam du mois, j'avais de quoi me réjouir ce mois-ci. Pourtant, malgré tout ça, ma plus grande attente s'est vue apparaître fin janvier par une annonce de côté de Meian pour une sortie le mois prochain. Le grand Kazuhiro Fujita, mangaka de Karakuri Circus et bien d'autres chefs-d'œuvre du genre Neketsu fantastique, revenait chez l'éditeur avec ses 2 recueils d'histoires courtes ainsi qu'un one-shot. Cette triple sortie fut annoncée pour le mois prochain,
ne faisant pas attendre encore plus longtemps les fans comme moi qui attendaient de tout cœur voir ces histoires sortir en France. Pour ceux qui me connaissent, Fujita est d'assez loin mon mangaka préféré, et je considère Karakuri Circus comme mon manga préféré également. Chaque manga de l'auteur devient un véritable classique en son genre, avec des histoires complexes où bon nombre de plot twists se voient apparaître au fil du temps, des dessins magnifiques et extrêmement dynamiques, mêlant parfaitement drame et humour quand il le faut. Bref, j'aime toucher ce mangaka, et je pourrais en parler encore longtemps. Mais chaque carrière connaît des débuts, et bien qu'Ushio Etora soit son premier manga long en 1990, le véritable début de ses travaux débute grâce à certaines de ses histoires courtes dans son recueil Yoru no Uta. J'ai fini mes lectures, car évidemment aussitôt acheté, aussitôt lu, et il y a beaucoup de choses à en tirer qui sont très intéressantes. Ce dossier hebdo-manga ne sera clairement pas le plus vendeur, mais si vous aimez les sujets et ces traitements, n'hésitez pas à vous abonner. En moyenne, les hebdo-mangas font plus de vues que j'ai d'abonnés, ce qui est encore plus terrible pour un petit créateur comme moi, donc chaque soutien est appréciable. Sur ce, commençons sans plus attendre par l'ordre chronologique et parlons des recueils d'histoires courtes Yoru no Uta et Akatsuki no Uta. Ce que j'ai ressorti en première lecture, c'est déjà à quel point Kazuhiro Fujita était talentueux au début de sa carrière. Ses one-shots sont tous imaginatifs, avec des thèmes efficaces et des dessins superbement dynamiques avec un style clairement reconnaissable. On ressent tout de même à quel point son style a pu s'affiner entre ses one-shots avant et après Ushio Etora. Dans ses premiers dessins, on ressent l'influence de l'époque sur son trait, notamment sur les personnages avec des visages dans la DA de l'époque un peu rondes et à l'encre assez simple au niveau des caractéristiques comme les yeux et la bouche, ce qui détonne pas mal du style beaucoup plus polygonal que Fujita adoptera tout au long de sa carrière, que l'on peut déjà voir dans certains autres one-shots post-Ushio Etora dans ses recueils. L'imagination du mangaka était déjà là aussi, avec cette appétence pour l'action peu importe le domaine, l'idée de tordre un concept réaliste en quelque chose de complètement fantaisiste, ou même parfois des histoires courtes complètement inventées, que ce soit leur univers ou leur code interne. Par exemple, on retrouve un chapitre intitulé L'arrivée du roi des gourmets, publié en 2004 dont le thème général est la cuisine, mais au final le résultat ressemble plus à un concept de Toriko qu'à un manga véritablement culinaire. On retrouve également le one-shot Les plumes dans le ciel, datant de 1997, dans lequel Fujita offre un univers inédit complet avec de la magie, des terres inconnues et des technologies tout droit sorties de son imagination. D'ailleurs, à titre personnel, Les plumes dans le ciel est sûrement le one-shot que j'ai préféré découvrir par le mangaka dans ses recueils, avec des dessins superbes, des personnages intéressants et une morale aux multiples facettes. C'est un chapitre qui m'a aspiré, dont j'ai ressenti un certain émerveillement, au point même de regretter que ça n'a pas été plus long. Ce que je retiens également de ma lecture de ces recueils d'histoires courtes, c'est à quel point certaines idées, certains concepts aujourd'hui populaires de l'auteur étaient déjà présents dans son esprit à l'époque. L'exemple le plus évident est le one-shot Le Seigneur des marionnettes, publié en 1994, donc bien avant Karakuri Circus, mais qui introduit déjà le concept de pilotage de marionnettes géantes à travers des fils aux extrémités des membres. C'est d'autant plus plaisant de voir que la formule a évolué dans le futur pour créer Karakuri Circus, qui utilisera seulement les doigts pour piloter la marionnette, là où ce one-shot présente un pilotage grâce aux mains et aux pieds, immobilisant complètement l'utilisateur et le rendant vulnérable. Après cet exemple le plus évident, on peut pointer également d'autres éléments récurrents chez Fujita, déjà présents dans ses tout premiers travaux d'avant Ushio Etora. Dans des concepts, on remarque également l'attrait pour l'horreur qu'avait le mangaka, avec notamment Aki et la forêt en 1989, et publié cette fois-ci dans Pandora, un véritable magazine d'horreur, ou encore son histoire divisée en 2 chapitres, Promenade dans la nuit, datant, lui, de 1993, donc après Ushio Etora. Le mangaka a l'habitude de faire des pages assez terrifiantes dans ses œuvres, dont son point d'orgue sera atteint dans Sobotei, son manga long publié au Japon à partir de 2016. C'est donc un attrait qui le suit réellement depuis le tout début de sa carrière. On remarque également rapidement son attrait pour les arts martiaux, notamment les kung-fu et arts chinois localisés, qu'on retrouvera plus tard dans le personnage de Narumi. Avec son one-shot Le récit de la paume complètement dédié aux arts martiaux et leur spiritualité. Enfin, dans ces concepts, je note également cet attrait pour les créatures démoniaques, comme on a pu l'avoir dans Ushio Tora, Moonlight Act ou encore Sobotei, qu'on retrouve dès son premier travail, publié dans un magazine avec Récit du ferry au clair de lune, en 1988. Il y a aussi des histoires qui résonnent avec des arcs spécifiques de ses prochains travaux, notamment le one-shot En route pour le carrousel de 1988, qui m'a énormément rappelé le début de Karakuri Circus avec le sauvetage de Masaharu par Narumi, qui doit ensuite l'accompagner jusqu'au cercle le plus proche malgré le danger. Je peux aussi citer les 2 chapitres de L'assaut fulgurant publiés en 1996, donc juste avant Karakuri Circus, qui rappellent beaucoup ce dernier également par l'assaut d'une base au sol américain, l'utilisation d'arts martiaux avancés, mais également l'idée d'humains génétiquement clonés à partir d'un surhumain originel, comme on le retrouvera dans les Neo Shirogane. Pour conclure sur ces recueils, je pense qu'on peut facilement les diviser. Yoru no Uta, le premier, présente les premiers essais courts du mangaka aux multiples similitudes avec ses futurs travaux,
tandis que le second, Akatsuki no Uta, est un recueil qui offre des histoires inédites de l'auteur, dont les thèmes principaux inhabituels rencontrent l'imaginaire du mangaka pour en ressortir des histoires courtes à sa sauce. Ce sont deux recueils très complémentaires sur un mangaka absolument brillant, ce qui me fait une parfaite transition pour parler à présent du one-shot The Wicked Eight Fly to the Full Moon, où quand le mangaka compile tout son savoir et ses habitudes dans un seul et même récit court. Ce récit est un volume relié composé de 7 chapitres. Un mystérieux oiseau s'échappe d'un porte-avions américain échoué dans la baie de Tokyo. Quiconque entre dans son champ de vision meurt instantanément. Alors que les morts s'accumulent dans la ville, l'armée fait appel à Uhei Somaguchi, un ancien chasseur, seul homme à avoir déjà blessé la créature. Accompagné de sa fille adoptive Rin, une jeune prêtresse aux dons surnaturels, il reprend les armes pour affronter cette menace venue d'ailleurs. Cette histoire date de 2016, une période durant laquelle Fujita venait de terminer son premier Black Museum intitulé Springald, et allait commencer son manga long Moonlight Act dès l'année suivante. C'est une période où le mangaka a enchaîné plusieurs histoires courtes, avec donc Springald en un seul volume, mais sortait les années précédentes de publications destinées à un public moins mature, dont le manga Bakegamon en 2006, dont Fujita est uniquement scénariste, mais également Ayakashido no Hurai en 2004, série complète en 3 tomes et inédit chez nous. Wicked Ace vient donc d'une période de récits courts durant laquelle Fujita souhaitait revenir à ses origines, en offrant une histoire semi-horrifique dans laquelle on retrouvera tout ce qui a fait le succès du mangaka. Car en effet, Wicked Ace est composé énormément de concepts, thématiques et de stéréotypes de personnages fonctionnant très bien pour le mangaka, et dont on peut toujours se référer dans ses recueils d'histoires. En premier lieu, évidemment, on a l'horreur graphique et scénaristique. L'histoire nous plonge dans un Japon se faisant ravager par une chouette démoniaque, empilant les cadavres à tour de page pendant une bonne partie du premier chapitre. Le ton est posé et ce mélange d'horreur fantastique colle parfaitement avec Fujita qui avait déjà dessiné Ushio Etora, Karakuri Circus et le premier Black Museum auparavant. Aussi, on retrouve le côté spirituel de l'auteur avec le personnage de Rin, la prêtresse aux dons surnaturels. Bien que ce soit une dimension plus discrète car forcément un one-shot ne peut pas exploiter tous les axes de développement possibles, c'est une thématique récurrente de l'auteur qu'on retrouve dans Ushio Etora, mais qu'on retrouvera surtout dans son futur chef-d'œuvre Sobotei, dans lequel la dimension spirituelle et les prêtresses joueront un rôle essentiel dans l'histoire. Pour moi, Wicked Ace peut bien être associé à une ébauche de Sobotei sur sa manière de faire, car on y retrouve plusieurs piliers de ce manga qui commencent leur prémisse ici, entre horreur surnaturelle, spiritualité, chasse aux monstres dans une temporalité restreinte. Tout ce que dépeint ce one-shot sera de nouveau dépeint dans son futur manga. Malgré tout, Wicked Ace est aussi un récit unique, car l'utilisation de différents codes diverge pas mal avec ses anciens travaux. L'horreur est ici représentée par le regard d'une chouette, donc une créature initialement réaliste, que l'auteur a détourné pour utiliser l'aspect le plus horrifique de l'animal, son regard. Il le dit lui-même en note dans le volume relié. Ceux qui ont déjà vu les yeux d'une chouette en pleine nuit comprendront pourquoi j'ai décidé de faire de cette pauvre bête un oiseau vengeur. Mais le choix de la chouette ne s'arrête pas là. Laissez-moi vous détailler par ses propres mots pourquoi cet oiseau a été son choix définitif. Lors de mes recherches préliminaires, j'ai découvert que ces animaux étaient considérés comme de mauvais augures et qu'ils ont beaucoup souffert. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que ce sont des oiseaux impurs, et donc en Europe, on les associe à la mort. En Chine, elle a longtemps été détestée, car considérée comme portant malheur. De plus, à l'époque Edo, on disait qu'elle mangeait les parents. On l'avait donc nommée Fukulaku, qui signifie littéralement « qui mange les parents », ce qui a donné plus tard le mot japonais Fukulo pour désigner la chouette. Donc, lorsqu'on en voyait voler près des maisons, on y voyait immédiatement un mauvais présage. On retrouvera également de nouveau dans cette histoire la superpuissance américaine avec des personnages de différents horizons du globe, une dimension que Fujita continuera d'avoir par la suite de ses récits. Globalement, Wicked Ace est un récit qui offre une porte d'entrée très correcte à l'univers du mangaka, présentant une histoire courte mais efficace. On y retrouve tout ce que Fujita sait faire de mieux, donc on est clairement sur un récit qui vaut le détour. Pour conclure, je remercie les éditions Meian de continuer à éditer de manière aussi respectueuse cet artiste. Nos recueils sont bien plus beaux que ceux des japonais et le grand format est toujours plus appréciable pour ce dessinateur aux traits si détaillés. J'espère voir d'autres œuvres de l'auteur entre d'aussi bonnes mains pour les titres encore inédits chez nous. Mais j'espère surtout que les titres encore inédits en France sortiront dans un futur proche pour nous permettre à tous les fans comme moi de découvrir ses travaux dans les meilleures conditions possibles. C'est déjà la fin de cet hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes fan de Fujita, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour que je sache qui sont mes abonnés préférés. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain hebdo manga. C'était Elio, ciao!